Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur Télésud Global Africa. Panel Hebdo, vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à livrer leurs analyses, décryptages et commentaires sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alfred Chango-Lokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis et bonjour à nos amis spectateurs et téléspectatrices. On ne vous présente plus, j'allais dire, aux téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne et analyste politique. Nous sommes en compagnie de maître Jean-Paul Benoît qui nous a rejoint après les vacances. Bonjour maître. Bonjour Francis, heureux de vous retrouver et de retrouver un nouveau partenaire. Alors, qu'on va présenter dans quelques instants. Vous êtes avocat, maître Jean-Paul Benoît, député européen et ancien haut fonctionnaire. Guy Debal, consultant en entreprise, analyste politique. Bonjour Guy. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et c'est vrai que nous sommes rejoints aujourd'hui pour compléter l'équipe par Gracien Rukindi-Kiza. Bonjour Gracien. Bonjour Francis. Analyste bonjour politique. Vous n'êtes pas trop dépaysé, vous connaissez Non, je ne sais pas du tout. Analyste politique. Vous êtes également essayiste. On parlera de vos ouvrages au fil des émissions, bien entendu, au fil des semaines. Merci d'être avec nous au sommet de cette édition. Actualité française avec cette question, est-ce la fin du système Macron ou de l'ère Macron? On en parlera dans quelques instants. Retour sur le sommet Chine-Afrique avec cette question. Est-ce que l'espace Chine-Afrique est devenu l'Eldorado des régimes putschistes du continent? Et enfin, nous parlerons de la présidentielle américaine sous le signe de l'incertitude. Voilà donc pour le sommaire. Sans plus tarder, le premier sujet, la fin du système Macron, c'est avec un point d'interrogation. Il aura fallu attendre pas moins de 50 jours après les élections législatives de juillet dernier pour trouver un Premier ministre en la personne de Michel Barnier, un Premier ministre de droite après des législatives, à l'issue desquelles la gauche a obtenu le plus grand nombre de sièges, et un Premier ministre qui peut aussi compter sur la bienveillance du Rassemblement national, contre lequel pourtant tous les autres partis avaient dressé un barrage républicain au second tour des législatives. Alors première question à vous, maître Jean-Paul Benoît. Alors en attendant la composition du gouvernement qui va arriver dans quelques jours, une question au cœur de cette étrange situation. À quoi auront servi finalement ces législatives de juillet dernier? Pour l'instant, à rien. À rien. Macron, face à un résultat électoral qui était net, à savoir que la majorité Macron était battue, même si personne n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et je ne vous apprends rien, il y a 3 groupes à peu près identiques. Donc il fallait respecter à la fois l'esprit et la pratique républicaine. C'est-à-dire, un parti a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Il présente un Premier ministre, l'Assemblée se prononce. Si l'Assemblée récuse Mme Castel, on passe à une autre formule. C'est Macron qui a voulu être le négociateur en chef entre tous les partis politiques, et il s'est enlisé dans une espèce de vaudeville politique qui a duré avec des faux bruits. On a testé Cazeneuve, on a testé Bertrand, on a testé le président du Conseil économique et social. Bon, c'était comme une espèce de jeu d'échecs. Et finalement, on tombe sur M. Barnier, qui est un produit politique durable, parce que ça fait 50 ans qu'il pratique la politique. Et il a une caractéristique, c'est qu'il n'a pas d'idées extrêmement fortes, il est capable de défendre les idées des autres avec une certaine habileté. Mais c'est un homme de la droite classique, qui n'est pas sectaire, qui est un Européen... Ancien commissaire européen. Ancien commissaire européen. Il a souhaité être président de la Commission européenne et M. Macron avait jugé que ses qualités n'étaient pas suffisantes pour occuper ce poste. Donc, elles sont suffisantes pour être Premier ministre. Alors maintenant, il va faire un gouvernement. Moi, je ne sais pas qui il va mettre dans ce gouvernement. Mais on est quand même dans une situation paradoxale. Le parti qui a fait 5% aux élections, oui, qui a le plus faible nombre de députés. 47 députés pour la droite. À 47 députés, a le Premier ministre et aura un gouvernement majoritairement composé de gens de LR, puisque M. Wauquiez, après avoir dit « Oh, je ne rentrerai pas dans ce gouvernement », est prêt à être ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Comme M. Wauquiez a toutes les compétences, il peut être ministre de tout. Donc voilà, le vaudeville en est là.
C'est un vaudeville, mais enfin, qui met quand même la France sans dessus-dessous, si je veux dire. Sans dessus-dessous, c'est-à-dire que les problèmes ne se règlent pas. Il faut le déficit budgétaire, j'apprends rien à personne, la procédure pour endettement excessif, les agriculteurs qui menacent de recommencer, puisque le président de la FNSEA a dit ce matin qu'aucun problème n'avait été réglé, le manque de professeurs, mais Madame... Et rien ne garantit la durabilité de ce gouvernement, de ce futur gouvernement. Voilà, alors Madame Le Pen a eu une formule heureuse en disant qu'elle n'était pas la DRH de Monsieur Macron, mais elle est la... Tout en disant que ce gouvernement serait sous surveillance de son parti, le Elle est Rassemblement la national. surveillante générale. Il y a une surveillante générale de la pratique au sein de cette Assemblée. Et si Madame Le Pen vote une censure avec le nouveau Front populaire, le gouvernement disparaîtra. Mais le nouveau Front populaire a ce qu'il mérite. Il a mis 3 semaines ou 15 jours. On va y arriver au nouveau Front populaire. On parlera de la gauche dans quelques instants. Mais on va d'abord faire un tour de table sur, Alfred, sur ce qu'on peut considérer comme une sorte d'inversion du sens des élections, quand même. Moi, je répondrai par une pirouette biblique. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Dit la Bible, on est dans cette configuration. Le parti qui a eu 47... Oui, mais quand on n'est pas croyant, a été qu'est-ce qu'on inspiré fait? par la Bible. Ah ben écoute, on suit. Vous voulez dire que M. Macron a été visité par la grâce? Probablement. Probablement. En tout cas, il le croit. Absolument. Mais donc, ceci dit, trêve de plaisanterie, non, ça ne m'étonne pas du tout parce que la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui montre qu'il y a une répartition, une tripartition au fond des partis à l'Assemblée nationale. Et que ça appelait naturellement à ce que de part et d'autre, il y ait cet effort de compromis pour trouver la possibilité justement que le parti qui a eu le moins mauvais nombre de députés, donc qui est arrivé... Le grand nombre de députés, objectivement, sans avoir la majorité absolue. Non. Mais, vous avez du mal à dire ça. Non, c'est le moins mauvais nombre, justement, des députés. Si je partais de l'ancienne Assemblée qui a été dissoute, où Macron avait 250 députés et se retrouve avec une centaine aujourd'hui, plus alliés, etc. Et que donc, sauvé par le nouveau Front populaire. Mais tout comme le nouveau Front populaire a été sauvé aussi par Hollande, par exemple, si je prenais son cas. Hein. Ah non, non. Sans le désistement. Non, il y a plus de désistement. Il y a eu désistement, si. De la droite, si. Le LR a refusé. Non, désistement du candidat de Ensemble. Voilà, Non, on dit au second tour. Si, au second tour, c'était ça. Nous vérifierons. Donc, voilà, exactement. Alors, pour moi, effectivement, au fond, les députés vraiment de NFP ont manqué d'intelligence politique. Ils auraient pu trouver d'abord 3 candidates vraiment j'allais dire, de petites candidates. Faites le procès du NFP, là, je veux dire. Oui, Vous voulez dire que c'est de la faute du NFP si M. Barnier se retrouve... je dis, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire... Ah oui, d'accord. En réalité, c'est ça. Parce que, souvenons-nous, dès la proclamation des résultats, qui a été le premier à intervenir à la télévision pour dire rien, le programme, rien que le programme, c'est Mélenchon. C'est le leader Massimo. Exactement. Et alors, ça a lié complètement tous les autres qui n'ont même pas osé dire mais non, c'est pas comme ça, puisque nous n'avons pas la majorité, même relative, à l'Assemblée nationale, pour pouvoir justement diriger tout seul. Et c'est là où je diverge de ce que Jean-Paul a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au fond que même si on prenait l'hypothèse Castex, Macron l'acceptant, mais elle n'allait pas faire long feu. Ah ben ça, je suis d'accord. Et donc, c'est ça qu'il fallait prendre un Premier ministre issu du parti minoritaire de l'Assemblée nationale. Non. Mon hypothèse à moi, c'était que Bernard Cazeneuve cochait toutes les cases pour être... Sauf celle de Macron. Ah ben si, sauf ceux de Mélenchon, oui, je veux dire. Oui. Et de Faure. Et voilà, ce qui a fait que ça a capoté. Alors, si j'avais été à la place de Macron, j'aurais fait comme la Belgique il y a quelques années. Je continue. Gouvernement. Oui. Exactement. Et puis comme ça, Jupiter. Vous voulez dire que la gauche n'a que ce qu'elle mérite, c'est ça?
Exactement. En partie, Oui, oui. d'accord. Mais En enfin, la partie. punition est quand même un peu troublante, quand même. Tout à fait. Avant d'écouter Gratien, on va écouter Guy Debal. Alors, Guy Debal, alors, et la gauche dans tout ça, alors Ouais, mais- Parce que le nouveau Front populaire, le NFP, qui, quand même, a remporté le plus grand nombre de sièges, se retrouve, de fait, objectivement, dans l'opposition, quoi. Oui, bien sûr, mais je trouve qu'on est un peu sévère avec la gauche. Alors, Quand vous dites on, vous dites Alfred. Ouais, mes camarades sont un peu sévères avec la gauche et notamment avec Mélenchon. Mais moi, je voudrais juste leur rappeler qu'à gauche, Il a viré sa cutie, hein. Non, pas du tout. Écoutez, moi, je constate qu'à gauche, en dehors de la France insoumise, où il y a des personnes, vous avez des personnes extrêmement respectables comme Marine Tondelier qui qualifie le président de pervers, de François Ruffin, Vous avez qui dit est un qui peu Marine Tondelier. Ah oui. François Ruffin, qui est présenté comme une gauche responsable, maintenant il fait la tournée des médias pour dénoncer la France insoumise, qui qualifie Emmanuel Macron de taré. Et ce matin, le président du Parti communiste, François Roussel, qui lui aussi est quelqu'un de très bien, selon les médias, qui qualifie Emmanuel Macron d'Arsène Lupin à l'envers. Oui. Donc c'est toute la gauche. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, vous? Tout ça m'inspire une chose toute simple, c'est qu'en réalité, Emmanuel Macron n'accepte pas le résultat des urnes et n'accepte pas de perdre le pouvoir. Il amuse tout le monde, il a amusé tout le monde en égrénant des noms, en laissant fuiter, puis en faisant tomber les bruits le soir même. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron... Était-ce différent de ce que le NFP a fait avec les trois candidates qu'elle a proposées? Jamais à organiser ces élections pour les gagner. Et il a interprété le résultat... Pour les perdre, vous voulez dire? Il n'a pas organisé pour les Il a perdre. organisé les dissolutions pour gagner les élections. C'est ça, d'accord. Ah oui, mais il les a Donc, perdus. oui, mais sauf ça, je pense que psychologiquement, il n'est pas fait pour l'accepter. Et je pense qu'il ne l'accepte pas. Et pour aller vite, pour aller... Et donc Barnier, c'est un pis-aller. Barnier, oui, je pense que Barnier, les qualités de Barnier, c'est premièrement qu'il ne sera pas candidat en 2027, comme l'a dit très justement Maître Jean-Paul Benoît. On n'en sait rien. Il défend mieux les idées des autres que les siennes, donc il est très bien placé pour défendre les idées d'Emmanuel Macron. Et la preuve évidente de ça, c'est que au sein du futur nouveau gouvernement, a priori, on devrait se retrouver avec une moitié de ministres issus des LR, le Premier ministre LR, et une autre moitié de ministres ensemble, notamment des sortants. Pour que ceux qui nous écoutent de loin comprennent bien, le parti présidentiel a perdu les élections législatives après avoir perdu les européennes. Donc le président se retrouve forcément en minorité, ce qui signifie que les électeurs, dans la majorité, ont rejeté la politique du président Macron. Est-ce que le schéma qui se présente aujourd'hui atteste d'une rupture réelle avec la politique de M. Macron ou pas? Emmanuel Macron a décidé qu'il n'avait pas perdu les élections. Donc, il fait comme la plupart des autocrates le font, il décide qu'il n'a pas perdu les élections. Donc, il y a quelque chose de ce... bien sûr, écoutez, c'est quand même... on devrait quand même, en tant que républicains, on devrait tous être atterrés que le Premier ministre soit issu du plus petit groupe parlementaire. Et nous devrions tous être atterrés de constater que ce on va pas aller jusqu'à la terreur. Non, mais ce gouvernement ne tiendra que par la bonne volonté, la bonne grâce du Rassemblement national, contre lequel 74 ou 76% des Français se sont prononcés en deuxième tour en disant « nous ne voulons pas de ce parti ». Ça devrait nous interpeller. Écoutez, Gratien, qu'est-ce que vous pensez, Gratien, de cette anomalie post-électorale en France? Et tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que, en fin de compte, le président, comme ça a été dit, le président, il a perdu, son parti a perdu les élections, mais il y a deux gagnants. Il y a le nouveau Front populaire et RN. Les deux ont gagné. Pourquoi? Ils n'ont pas gagné pour diriger, parce qu'en fin de compte, je me dis que les stratèges de ces partis ne voulaient pas vraiment être au pouvoir. Ils ont gagné parce que ils ont gagné beaucoup de voix par rapport à ce qui était le constat, ce qui était à ce moment-là le statut. Et en fait, les deux blocs se préparent pour les présidentielles. Les deux misent sur finalement la chute du président Macron. Il y a le gouvernement Barnier qui dépend du RN. RN, à un certain moment, ils vont estimer qu'ils sont bien préparés. Ils vont faire tomber le gouvernement. L'autre gouvernement va tomber et le président, il sera obligé pratiquement de démissionner. Édouard Philippe, il n'est pas bête. Il commence à se préparer.
Donc, les gens, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui, au niveau de la situation politique et ce qui se passe en France, moi, si j'étais dirigeant d'un parti politique, je commencerais à me préparer plutôt au présidentiel qu'aux législatives. Présidentielle anticipée ou pas? C'est ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, moi, Mais moi, je pense qu'au mois de mars, nous revenons Moi, pour je- la présidentielle. Est-ce que M. Macron Je ne suis pas- va démissionner je ne suis pas du tout persuadé que M. Macron va démissionner. Premièrement, Tout à fait d'accord avec Jean-Paul. juridiquement, rien ne l'oblige à Rien ne démissionner. l'oblige. Exactement. Il a un mandat qui lui a été confié par la majorité des Français. Il reste le président légitime. Sauf qu'il n'aura pas le choix. Attends. Ce gouvernement, le gouvernement de monsieur Barnier, moi je ne connais pas encore sa composition et je ne connais pas sa déclaration de politique générale. Donc avant de prendre une position tranchée, j'attends quand même de voir comment ce gouvernement va être composé et qu'est-ce qu'il va dire. Quels vont être les signes vers le Front National, quels vont être les signes vers une Europe La gauche, moins technocratique, quels sont les signes en matière sociale et fiscale. Donc, si ce gouvernement est renversé, ben c'est la vie parlementaire. On en trouvera un autre. Et je ne pense pas qu'il soit ni dans l'intérêt de la France, ni dans l'esprit de Macron de démissionner parce que le gouvernement de M. Barnier serait censuré. Alors, Maître Jean-Paul Belancourt, vous avez la parole en peu de mots. Comment pourra-t-on qualifier la situation qui va être créée désormais entre M. Barnier, Premier ministre, et Emmanuel Macron? Puisque on connaissait la cohabitation, on connaissait peut-être, on connaissait aussi des coalitions. Là, on a le sentiment qu'on va avoir affaire à une situation politique non identifiée. Oui, ça sent- Certains parlent de colocation d'ailleurs. Oui, l'Élysée a inventé des mots, des mots pour qualifier cette Oui, situation. parce que ce n'est pas une rupture, Parce que ce n'est pas une cohabitation. Quand il y a une cohabitation, effectivement, il y a le président qui représente une force très identifiée. Et le Premier ministre qui représente une un autre parti majoritaire. et qui est Ce qui n'est pas le cas. majoritaire. C'est pas le cas. Barnier n'est pas majoritaire. Bien sûr. Il va être Premier ministre parce que Macron l'a nommé et c'est le pouvoir du président de le faire. Et moi, j'attends de voir comment il va constituer son gouvernement et ce qu'il va dire dans sa déclaration de politique générale. Je ne me prête pas à de toute façon, lui, des soubresauts. De toute façon, lui, il a bien dit que ça sera une cohabitation exigeante, puisque la cohabitation n'a pas eu lieu du fait, justement, de ce manque de stratégie de NFP. Il ne peut pas y avoir une cohabitation s'il n'a pas la majorité. Et comme ça, le président Jupiter... On va avancer. Il y aura des marqueurs quand même. Exactement. Rapidement. Il y a des marqueurs, le budget et la réforme des retraites. De retraite. Moi, Voilà. je veux bien qu'on se berce de mots et qu'on continue à jouer avec la baballe qu'Emmanuel Macron nous a donnée en jouant sur les mots, les cohabitations, les coexistences. La réalité, Non, c'est ça, que... c'est Barnier qui a parlé Oui, mais de nous tous, cohabitation nous sommes tous situation exigeante. Hein. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas changer de politique. Bon, il s'est arrangé pour avoir Non, un il a gouvernement donné deux marqueurs, qui, les globalement... retraites Et le budget. et le budget. Donc, il ne veut pas changer Alors, de dans cette politique. ordre d'idée, On verra. Guy, s'il vous plaît, Oui. vous savez, vous citez le journal Le Point qui, aujourd'hui, cette semaine, se pose la question, dans un article publié et signé de Serge Raffi, donc cette semaine, Macron peut-il jouer les présidents modestes dans ce C'est impossible. contexte? Psychologiquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je voudrais juste rajouter un dernier élément, parce que... Toi, t'es pas psychiatre. Nous connaissons maintenant depuis 7 ans Emmanuel Macron, et avant, il était secrétaire général de l'Élysée, ministre des Finances, donc nous le voyons fonctionner, et nous connaissons son rapport à la démocratie. Il vient de nous en donner un autre exemple. Je voudrais quand même juste rajouter un dernier point, parce qu'on spécule sur Moi, je spécule des pas. calculs et des situations. La réalité, c'est que ce gouvernement ne tient que par la volonté du Rassemblement national. Or, Marine Le Pen, et ça a été dit, comme Jean-Luc Mélenchon, mais comme Mais d'autres, tu es son catégorique. ambition, Hein, Attends, écoutez, Tu es catégorique, je peux juste développer. L'ambition de Marine Le Pen, c'est l'élection présidentielle. Il arrivera un moment, Ça, c'est pas une nouveauté. là. n'est-ce pas? il arrivera un moment Tu nous où apprends rien, là. où le coût politique d'un soutien à un gouvernement qui poursuit une politique en défaveur de ses électeurs sera trop important et elle n'aura pas d'autre choix, sinon d'en payer la facture, que de lâcher ce gouvernement et de lâcher celui d'après. Parce que l'ambition d'Emmanuel Macron, vous pouvez prendre 10 gouvernements différents, il leur donnera toujours une ligne rouge, son programme, rien que le programme, toujours Alors, le puisque vous programme. Non, il n'a pas utilisé cette expression. Là, tu parles Mais comme ça revient au Mélenchon. même. Non, mais Ça ne revient revient au pas même. au même. Alors, puisque vous évoquez la psychologie du personnage, je vais vous citer quelques extraits de cet article
dont je parlais il y a quelques instants, intitulé « Macron peut-il jouer les présidents modestes ?» publié par Le Point. Alors, quelques extraits. Alors, peut-il faire le dos rond, Emmanuel Macron, et laisser gouverner Barnier, sans jouer la mouche du coche, sans tenter de montrer à tous qu'il est toujours Jupiter, que rien ne lui échappe, qu'il va continuer à occuper tous les postes de gouvernement? Le président saura-t-il se désintoxiquer de ce mal qui l'accable et qui a joué un rôle si néfaste dans la dégringolade de sa popularité? L'interventionnite aiguë. Le virus est si profondément installé qu'on a du mal à imaginer une brutale guérison. C'est signé Serge Raffi. En fait, le président Macron se trouve dans son deuxième mandat. Il ne peut pas faire le troisième mandat, il ne peut pas être candidat. Donc, il termine pratiquement. Oui. Compte tenu de sa personnalité, comme on vient de le dire, là, il ne va pas accepter d'être un président vraiment presque au repos, qui ne fait pas grand-chose. Il va être actif, ou s'il n'est pas actif, ça va être comme une sorte de fusée. On arrête la vitesse, ça tombe. Donc, en fin de compte, il va démissionner. Je ne vois pas le président Macron continuer à être président en cohabitation avec un Premier ministre qui est fort. Non, il ne va pas démissionner. Non seulement il ne va pas démissionner, On va conclure. mais de l'autre côté, il a très bien spécifié le périmètre de son intervention. Tout ce qui est affaires étrangères, de toute façon, la Constitution le lui donne. Il vous l'a dit, ça? Oui, Il a déjà circonscrit son périmètre d'action? Oui, que vraiment, ça sera ça. Et puis là, il a commencé à circuler dans Alfred la France. Louis croit. Il a commencé à circuler dans la France. Là. Mais pour les affaires étrangères, il y a la cohabitation au niveau des affaires étrangères. Tout ce qui est régalien, c'est-à-dire la défense et les affaires étrangères. Le reste, le Premier ministre gouvernera et s'il déviait, à ce moment-là, peut-être le président. Moi, je ne suis pas péremptoire pour dire voilà ce que va faire M. Macron. Non, c'est rien. Les caractéristiques de sa manière d'exercer le pouvoir, on les connaît. Là, il est dans une situation nouvelle. Et il y a une pratique de la Constitution de la Ve République, ce qu'on appelle le domaine réservé. C'est l'international. Vous qui le connaissez depuis si longtemps, Jean-Paul Benoît, vous qui le connaissez depuis si longtemps, je sais, est-ce qu'il peut se métamorphoser et devenir un président modeste à côté d'un Premier ministre qui gouverne? Il ne sera jamais modeste, mais il est capable de tenir compte de la situation. Barnier, sur un certain nombre de sujets, se démarquera de Macron. Tout à fait. Il l'a déjà dit. Donc, on va voir comment les choses se passent. Moi, je ne sais pas à l'avance. C'est ça. Je ne parle Guy, pour conclure. Oui, alors, je pense qu'on dans toutes nos analyses, alors on a des désaccords, mais c'est pas grave. Je vous sembliez oublier une chose, c'est que tous les acteurs politiques majeurs, et je parle des présidentiables, y compris dans le camp Macron, ont des intérêts qui ne vont pas dans celui de permettre à M. Barnier d'avoir un gouvernement stable. Et tous les acteurs, y compris Édouard Philippe, ont bien compris que dans leur intérêt, il était préférable que le mandat d'Emmanuel Macron s'arrête plus tôt, y compris Édouard Philippe, qui a eu des déclarations. Certains qui ont vraiment intérêt à ce que ce mandat s'écourte. Mais bien sûr, mais pour les raisons qu'on a indiquées, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est psychologiquement incapable de prendre en compte la situation. Il ne l'a pas fait encore là maintenant. Il ne l'a pas fait. Il perd 3 élections d'affilée en un mois, dont Guy 2 est péremptoire. élections. Je ne suis pas péremptoire, j'observe. Il est péremptoire, nous observons tous. Mais contrairement à vous, je ne crois pas au Père Noël. Mais qui a réellement intérêt à une crise institutionnelle? Voilà, mais c'est pour ça qu'il devra partir. Contrairement à vous, je ne crois pas au Père Noël. C'est-à-dire que je ne crois pas. Il a un mandat qui court jusqu'en 2027. Oui, mais je ne crois pas au Père Noël. Il ira Bien jusqu'au sûr, bout de je ne son crois pas au Père mandat. Noël. Écoutez, moi, contrairement à vous, je ne crois pas que Emmanuel Macron, qui a prouvé encore récemment qu'il était incapable de tenir compte d'une réalité politique, tout d'un coup, comme ça, c'est bientôt Noël, vous me direz, prendra conscience qu'il est dans une situation politique Mais il a nouvelle et qu'il conscience, devra Guy, faire autrement. il a conscience Ce n'est de pas cela. possible. Il ne a l'a pas conscience fait. de cela. Il vient de perdre 3 élections en Mais moins d'un mois. ça- 3 élections mais ça- majeures. On aura l'occasion d'y Il y a revenir, pas- bien sûr. Merci, Face à monsieur. Macron, il n'y a pas de majorité absolue. Exactement. Bien sûr. Donc Macron a une marge de manœuvre Bien sûr. avec un Parlement qui est divisé. Tout à et fait. M. Barnier sera obligé de tenir compte de cette espèce d'éclatement du Parlement et du domaine réservé du président. Donc il est dans l'intérêt de la France qu'il y ait une espèce de pacification dans le fonctionnement des institutions, qu'on essaie de voter un budget,
qu'on essaie de régler le problème des retraites en améliorant sur un certain nombre de points et que la France essaie de garder une influence internationale. Ça, c'est un autre sujet. Il y a les macronistes qui sont convaincus. Merci, on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Il y a les macronistes qui sont On aura l'occasion d'y revenir, pas, Guy. Ne soyez pas impatient, vous aurez l'occasion de développer votre propos Je sais pas. au cours des prochaines éditions, puisque le gouvernement n'est pas encore en place. On aura l'occasion donc d'en parler encore prochainement. Alors, on va parler du sommet. On va faire un petit retour sur le sommet Chine-Afrique qui s'est tenu il y a quelques jours en Chine, bien entendu. Et avec cette question, est-ce que cet espace Chine-Afrique est devenu l'Eldorado, le paradis en quelque sorte des régimes putschistes du continent? Je dirais même un point de repli peut-être. Alors, d'abord, il faut rappeler que la Chine conforte ses positions en Afrique désormais en tant que premier investisseur, premier partenaire en termes d'échanges commerciaux, mais aussi premier et grand créancier du continent. Oui. Et on a beaucoup commenté l'enveloppe de 50 milliards de dollars de lignes de crédit, d'aide et d'investissement d'entreprises que la Chine a promis à l'issue de ce sommet, est très remarqué, donc lors de ce sommet, les délégations des régimes issus de putsch, notamment d'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas manqué de joindre leur voix à celle de la Chine pour critiquer l'Occident, massivement et gaillardement. Alors, mais revenons d'abord, Alfred, sur ce sommet. Ce qu'il faut déjà remarquer, c'est qu'une fois encore, les pays d'Afrique sont partis en rang dispersé face à l'offensive chinoise. Je dirais, Francis, rien de nouveau sous le soleil. Afro-chinois ou sino-africain. Rien de nouveau. Depuis la création de FOCAC, Forum Afrique-Chine, depuis sa création au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même scénario qui se répète. Et Xi Jinping a rappelé, comme ses prédécesseurs, les principes qui ont guidé la création du FOCAC et qui se poursuivent aujourd'hui. C'est justement des questions qui relèvent des infrastructures, de l'agriculture, de l'économie, du commerce, point. Et pour concurrencer évidemment l'Europe, les États-Unis, au début, ils mettaient beaucoup plus que les 50 milliards qu'ils mettent aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui aussi en récession et donc on a diminué la voilure. Donc 50 millions de milliards. 50 milliards de dollars pour tout un continent. Je trouve que c'est très peu. Et puis que... Un continent qui compte 50 pays, quand même. Exactement, qui... Le calcul est vite fait. N'est-ce pas, qui défilent, tous les chefs d'État qui défilent devant Xi Jinping pour aller quémander, alors que l'Afrique détient justement toutes les matières... 50 milliards donne une partie en ligne de crédit. N'est-ce pas? Ouais, exactement. Et que l'Afrique détient toutes ces matières premières stratégiques dont la Chine a besoin. Et vous allez courber les Chines devant Xi Jinping depuis toutes ces années pour quémander, j'allais dire, des miettes au fond. Et quand on fait le bilan justement de ces financements depuis même à 10 ans, qu'est-ce que ça a apporté concrètement aux pays africains, aux populations africaines? C'est ça l'enjeu pour moi. La Chine sait ce qu'elle gagne, mais les pays africains ne savent pas tout à fait encore ce qu'ils gagnent dans le deal. Gratien. Oui, en fait, c'est aux Africains déjà de s'organiser, comme tu le dis, de savoir lors de ces sommets, de se mettre ensemble, de savoir ce qu'ils vont négocier. Mais si on revient par exemple les 50 milliards, il y a 30 milliards de prêts. Prêts de la banque, on a Exim qui donne des prêts. On a 10 milliards de prêts sans intérêt. Et on a 10 milliards qui sont non pas destinés à l'Afrique, mais aux entreprises chinoises qui veulent investir en Afrique. C'est-à-dire que les Africains, on leur dit, bon voilà, on vous donne de l'argent, mais qu'on donne à nos entreprises. Et dans cet argent, donc finalement, il n'y a pas en soi l'aide. Et même avec ces prêts, le problème des Africains, c'est qu'on va chercher des crédits qui vont être simples, faciles en Chine pour construire les palais, les routes, ça peut être autre chose, mais des infrastructures. En réalité, ça ne produit pas de l'argent, mais après, il faut rembourser avec les intérêts et en ce cas, il faut demander d'autres prêts pour pouvoir rembourser. Et surtout que les prêts... énorme. Oui, et surtout que les prêts des Chinois, contrairement à ce que les gens n'en parlent pas beaucoup, les prêts sont gagés. Exactement. Sont gagés soit sur les mines, pour les gens qui ont des mines, sur les aéroports
il s'est passé quelque chose en Ouganda. L'Ouganda n'arrivait pas à payer, à rembourser un emprunt chinois, et le prêt était gagé sur l'aéroport d'Entebbe. Ça a été à la dernière minute qu'ils ont négocié pour que, je ne sais pas comment ils ont fait, pour que la Chine ne récupère pas l'aéroport d'Entebbe. Ah oui. Donc, cela veut dire que les Africains, finalement, ils devaient voir comment négocier. Par exemple, quand on dit, on me donne un prêt, en contrepartie, je vais donner une partie, combien de kilomètres carrés de tout ce qui est minéré, qui est sous la terre, c'est à vous. Ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et en même temps, c'est qu'à un certain moment, on se demande, par exemple, un exemple typique, c'est la route, le chemin de fer Zambie-Dar es Salaam en Tanzanie. C'était pratiquement le premier ouvrage des Chinois, avec des ouvriers chinois qui sont venus. Et ça a été un emprunt. Cet ouvrage, ce chemin de fer sert à quoi? Sert à transporter le fer de Zambie pour l'amener en Chine. C'est-à-dire que les Chinois, ils demandent aux Zambiens de prendre des prêts pour qu'eux, ils construisent ce qu'on appelle la route de la soie. Donc, c'est pour les Chinois, mais ce sont les Zambiens qui payent. Donc, ce qui fait que vraiment, les Africains devaient à un certain moment réfléchir, se dire, est-ce que ça profite à nous ou pas? Guy Debal. Oui, bah écoutez, je crois que mes camarades ont tout dit. Les Africains devraient réfléchir à ces partenariats. Là, on parle de la Chine, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays qui nouent des partenariats comme ça avec l'Afrique, avec des contreparties plus ou moins valables. En réalité, ce que ça interroge... Aujourd'hui, la Chine, c'est le grand partenaire. C'est le grand partenaire. Mais... C'est le partenaire emblématique. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer, pendant des années, on a beaucoup dénoncé les dettes toxiques, les dettes odieuses, etc. Est-ce qu'on n'est pas encore, une fois de plus, en train de fabriquer, avec ce protocole sino-africain, une nouvelle dette toxique pour très longtemps? Non seulement on est en train de fabriquer une nouvelle dette toxique, mais en plus, on est en train de... Enfin, les responsables politiques africains sont en train de se déresponsabiliser de leur absence de politique à long terme dans l'intérêt de leur pays, en s'appuyant sur des prêts comme ça immédiats. Et nous allons le payer, le continent africain va le payer longtemps. Et c'est un sujet brûlant pour moi. D'autant que souvent, en Afrique, on perçoit souvent... Enfin, il y a une conception un peu pervertie de cette coopération. On perçoit cette coopération davantage comme de l'aide, plutôt qu'un véritable partenariat où on pourrait nettement distinguer en fait les termes de l'échange. Et on a vu certains responsables politiques lors de ce sommet africain se réjouir massivement de ces 50 milliards. On a même entendu une sortie tout à fait troublante, en tout cas singulière, du Premier ministre du Burkina Faso, qui concluait une conférence de presse en disant « Nous allons tout faire pour notre part du gâteau dans cette 50 milliards », comme si c'était en fait une sorte de ripaille comme ça, de festin, où chacun allait se servir de sa part. Ouais, d'un dernier mot, moi je pense que les dirigeants africains ont voulu remplacer un peu les relations Afrique-Europe, Occident, avec les pays dits coloniaux, par des relations chino-Afrique et russo-Afrique. Tel que je vois les choses se dérouler, je pense que dans les 5 à 10 ans à venir, beaucoup de pays africains y reviendront, parce que comme ça a été magnifiquement dit par mes camarades, en réalité, ces échanges se font systématiquement au détriment de l'Afrique et dans des proportions dont nous ne mesurons pas encore. Mais il faut que les Africains déterminent surtout leurs intérêts très clairement. Je dis que c'est le sujet. C'est pas compliqué, Maître Jean-Paul Benoît. Oui, je ne vais pas répéter ce que viennent de dire mes 3 partenaires. Je partage leur analyse. Je pose 2 questions. Quelle est d'abord une constatation banale? La vie internationale et les relations économiques internationales, c'était une compétition permanente. Et deuxièmement, quel est l'objectif de la Chine? L'objectif de la Chine, c'est de devenir la première puissance mondiale. Pour devenir la première puissance mondiale, il faut avoir, je le mets entre guillemets, des obligés. Et c'est ce qui se passe avec l'Afrique. Et quand je parle des dettes contractées par l'Afrique, je me pose le problème de la bonne gouvernance. On en revient là. C'est la responsabilité des États africains et des gouvernements africains de dire voilà dans quelles conditions je négocie ou je ne négocie pas avec la Chine, voilà quelle est la part de mon patrimoine minier, forestier
que j'abandonne d'une certaine manière à la Chine. Et la Chine pratique avec l'Afrique ce qu'elle pratique avec l'Europe dans la vente de ses produits, et ce qu'elle essaie de pratiquer aussi avec les États-Unis. Donc voilà, c'est l'ambition d'un pays qui veut devenir la première puissance mondiale, qui ne veut pas de confrontation directe avec les États-Unis, et qui, avec les nouvelles routes de la soie, a trouvé une expression un peu poétique pour masquer une ambition. Mais les objectifs de la Chine sont très clairs. Très clair. Et parfaitement légitimes, d'ailleurs. Tout à fait, mais tout à fait. Chacun défend ses intérêts. Oui, tout à fait, exactement. Moi, j'ajouterais, mais Jean-Paul Alfred. a très bien fait justement de rappeler cela sous contexte géopolitique et géostratégique international. C'est-à-dire qu'au fond, la Chine, depuis les années 70, a tourné la focale de sa politique vers l'Afrique pour justement pouvoir peser dans les jeux géopolitiques stratégiques internationaux. Exactement. Ça, c'est un. Deux, parce que dans l'Indo-Pacifique, la Chine rencontre beaucoup d'opposition, que ce soit le Philippines, le Vietnam, Japon, la Corée du Sud, etc. Et les États-Unis qui sont présents. Bien sûr. Alors que les États-Unis se désintéressent en partie de l'Afrique. Exactement. Et donc, la Chine se tourne vers l'Afrique et puis nous fait miroiter cette idée de gagnant-gagnant, du Sud-Sud, etc. Et puis il y a la satisfaction du bouc émissaire, c'est l'Occident, et donc ça s'appelait à tous les régimes militaires qui viennent de s'établir en Afrique. Ah ben voilà, une belle transition, maître Jean-Paul Benoît. Voilà, une belle transition parce que j'allais justement et qui sont vous interroger sur... remplacés. Exactement. J'allais justement... Juste un dernier mot. Alors, Alfred, en conclusion, rapidement. Oui, en conclusion, votre rapidement, propos. c'est de dire justement que les États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez suivi, viennent de proposer que l'Afrique ait 2 sièges au Conseil permanent des Nations Unies. Mais ça, c'est une... Viennent de le proposer. Ça sera proposé. Mais c'est justement... C'est un marronnier diplomatique. Mais cette fois-ci, ça prend une autre tournure dans la conflictualité entre la Chine et les États-Unis. Dire au fond, l'Afrique qui a longtemps réclamé cela, maintenant, nous donnons notre accord pour cela. Et puis voilà. Alors justement, puisqu'on parlait des régimes putschistes que M. Jean-Paul Benoît a évoqués, ces régimes, notamment ceux du Sahel, d'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Niger et Guinée-Conakry, tous ces régimes ont pu faire une démonstration forte de leur présence à cet événement international, à ce sommet Chine-Afrique. Ils sont tous flattés d'ailleurs de soutien diplomatique de la Chine à leur égard. Alors ma question est celle-ci, Alfred, et ce sera la même question pour tous d'ailleurs. Quel est le message qu'envoie la Chine en affirmant ce renforcement de sa coopération avec ces régimes putschistes, donc des régimes illégaux, quoi? Alors, il faut distinguer vraiment 2 choses. C'est-à-dire que les relations sino-burkinabé, nigériennes et maliennes ne datent pas justement des putschistes. Voilà, bien avant. Et au fond, maintenant que, évidemment, dans ces pays-là, l'Europe a été boutée dehors, les États-Unis de la même façon, alors on imagine que le fait de soutenir ces régimes-là, de les conforter, c'est une manière justement pour la Chine de tailler de croupières à l'Europe, à l'Occident, en gros. Et indirectement à la Russie. Oui. À fournir plutôt des proxys à la Russie, en réalité. Comme Wagner, maintenant, est un peu en perdition dans ces pays-là, en particulier au Mali, après tout ce qu'on a vu tout récemment. Donc pour la Chine, c'est tout bénéfice. Sans vouloir trop froisser la Russie, mais en même temps, en prenant des parts, justement, de ce marché. Des parts d'influence. Elle les a, aussi. Elle les a, ces parts-là, de toute façon. Oui, parce que mais la Chine est le premier fournisseur d'armement, par exemple, sur le continent. Elle a dépassé la Russie en la matière. Oui, la notion de dictature pour le régime chinois est une notion quand même assez floue. Oui, ça n'existe pas. Il y a ça n'existe pas. Ce sont parmi les 5 points, justement, des accords de FOCAC. C'est ça. La non-ingérence dans les affaires intérieures. Le message qu'envoie donc la Chine, rapidement pour moi, c'est je soutiens ces régimes-là contre... Il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit, en effet, voilà. Gratien. En fait, je reviens à ce que j'ai déjà dit, c'est que la Chine, comme tous les pays, et d'ailleurs les Africains aussi devaient y penser, chacun défend ses intérêts, les intérêts de son peuple. La Chine a besoin d'une croissance pour être la première puissance. Il faut avoir les matières premières. Il y a des matières premières qu'ils ont et d'autres qui n'ont pas. Et même les matières premières qu'ils ont, ils ont besoin de les avoir pour les priver l'Occident. L'Occident n'aura pas
ces matières premières si la Chine arrive à les avoir. Et dans ces pays, il y a des matières premières. Et comme d'ailleurs, on le dit, ce n'est pas seulement la Chine qui soutient des dictatures, il y a même l'Occident qui soutient des dictatures en Afrique. Bien sûr. Et donc, Bien sûr. la Chine, et puis en plus pour la Chine et la facilité, avec les prêts bancaires. L'Occident. Pour les autres pays, par exemple pour les pays, l'Occident, pour avoir les prêts, il faut avoir la bénédiction de la Banque mondiale du FMI. Et pour avoir la bénédiction de la Banque mondiale du FMI, il y a des audits. Des gens qui arrivent, qui inspectent et qui regardent si tout va bien. Et c'est très difficile vraiment d'avoir une bonne note. Et de ce fait, il y a beaucoup de régimes, comme on l'a dit, il y a des régimes qui n'ont pas la bonne note, finalement, qui n'ont pas accès à ces prêts. Donc, facilement, ils se retournent vers la Chine. Et les autres aussi se disent, finalement, on a des prêts sans condition, on va vers la Chine, mais ne se demandent pas. Moi, en réalité, si vraiment ils avaient ces prêts sans condition et qu'ils utilisaient ces prêts pour créer des usines, des emplois, pour qu'il n'y ait pas des gens qui meurent dans le désert pour aller en Europe, pour créer vraiment pour le bonheur des peuples, tant mieux. Ça serait défendre les intérêts. Mais le problème, c'est que ces fonds, finalement, c'est un gouffre, non pas pour les dirigeants, parce que les dirigeants en profitent, mais pour les peuples, parce que ce sont les peuples qui doivent payer. Merci. Et ces financements sont un moyen de pression permanent. Bien sûr. Ouais. Des débats Non, mais rapidement. écoutez, là, on se pose des questions sur est-ce que la Chine aura des grands messages. D'ailleurs, moi, je pense que la Chine est un empire qui a l'habitude de la discrétion. Donc, je ne pense pas qu'ils aient un message particulier à faire passer. Je partage l'analyse de Gratien sur la volonté de la Chine de s'accaparer les richesses du continent africain. Et par rapport aux prêts, aux instances internationales, les richesses des pays sont adossées sur plusieurs critères, mais un en particulier qui est le stock d'or. 45% des réserves d'or mondiales se trouvent en Afrique. Et il y a un proverbe africain qui dit « celui qui a n'est pas celui qui n'a pas ». Donc c'est très simple, la Chine vient, prend le stock d'or. C'est l'or qui se trouve dans le sous-sol, toujours. Toujours, prend les stocks d'or et fait son business avec. C'est un proverbe. N'est-ce pas? Un beau Non, programme. mais oui, on est d'accord. exactement. Oui, oui. Non, mais c'est ce que... Non, mais Maître Jean-Paul de Benoît valide. un beau Donc, programme. si Maître Jean-Paul de Benoît valide, on est tous d'accord, c'est OK. Nous validons votre proverbe. Merci. Bon, alors on va terminer avec la présidentielle américaine. Premier débat très attendu, c'était ce 10 septembre entre les deux grands candidats, Kamala Harris et Donald Trump. Et au programme des échanges, l'économie, l'immigration, les questions de société, notamment l'avortement. Un record d'audience, pas moins de 67 millions de téléspectateurs américains. Et le verdict a été sans appel dans les médias américains. Kamala Harris aurait dominé le débat de bout en bout 63%. face à un Trump plus enfermé que jamais dans ses vérités alternatives. Alors, Gratien, vous avez regardé le débat ou pas? Oui, j'ai regardé après, en replay. Vous avez regardé en replay. Ouais. Je crois que Guy a regardé en direct, je crois. Je l'ai regardé même en direct et en différé. Mais il fait le job. Non, j'ai regardé en Je l'ai regardé direct deux fois, aussi. je me suis imposé ça. C'est vraiment un bon élève. Hein. Ah non, mais c'est Non, très mais j'ai bien. regardé en direct aussi, Oui. mais c'est très intéressant le débat. Je pense que dans notre émission de la semaine dernière, on avait évoqué cela. Je disais ici que Kamala Harris allait gagner ce débat. Et c'est ce qui s'est passé en réalité, parce que... Il a fait un pronostic, quoi. Oui, mais c'était prévisible parce que... Ah bon? Pourquoi? C'était prévisible. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle a été déclarée comme candidate et puis endossée par le Parti démocrate, Trump n'a jamais trouvé l'angle d'attaque qui pouvait l'affaiblir. Ça, c'est un. Deux, il a tellement sous-estimé Kamala Harris qu'il ne s'est pas préparé véritablement à ce débat. Et troisième point, il a oublié que Kamala Harris, c'est une ancienne procureure, mais qui est devenue aussi politique et qui sait comment mener les débats. Au fond, elle a réussi à enfermer Trump dans ce qu'elle voulait que Trump fasse. Et c'est ce qui est arrivé véritablement. Sur toutes les questions qui ont été posées, alors, enfin, j'allais dire, on ne va pas revenir sur toutes les réponses farfelues de Trump, mais il y a
un point qui m'a sidéré quand il dit les Haïtiens volent les chiens, ils mangent les On mange chiens. les chiens. C'est terrible, il y a un terrible. danger à Springfield et des choses comme ça. On dit, mais enfin, mais un candidat qui Un vient pour défendre Ouais. le pourquoi de sa candidature et qui s'en tient à ces genres d'arguments, c'est problématique. Et donc, pour moi, ça ne m'a pas du tout Vous n'étiez pas surpris. surpris. Voilà, Pas du tout. Ça n'a fait que confirmer. En fait, C'est l'intuition que Vos j'avais dès le intuitions, départ. d'accord. Et la preuve, c'est que. Alors, j'ai lu après, quand même, la presse américaine et anglaise là-dessus pour l'après ce débat. Il y a des correspondants qui étaient dans l'Ohio, dans le Michigan et des choses comme ça, et qu'ils avaient rencontrés avant le débat. Ils leur avaient posé des questions et après le débat. La plupart d'entre eux disent Kamala Harris nous a surpris. On ne s'attendait pas à ça. Alors, Ah bon? oui, disons, on ne s'attendait Moi, pas à j'étais ce pas très surpris. qu'elle soit bonne. Bon, Ce que tous ont dit, c'est que ceux qui sont convaincus par Trump voteront Trump. Les autres ont dit nous allons voter Kamala Harris parce qu'elle nous a convaincus, elle a apporté un sang neuf. Donc, elle a convaincu au-delà de son camp, quand même. Exactement. je pense qu'on a du mal à comprendre vraiment les Américains. Parce que dès le départ, on n'a pas compris comment les Américains ont voté Donald pour Trump. Trump. Trump, il a été président. Moi, la première fois, bon, j'avais été aux États-Unis, j'avais vu discuter un peu avec les Américains. La première fois, j'ai vu Trump à la télé en disant qu'il va être candidat aux élections présidentielles. J'ai tout de suite dit, il va être président. Ah oui. Alors, exact, il va être président parce que il faut comprendre la logique, l'Amérique profonde. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, moi, le débat, si je reviens au débat, Kamala Harris, elle n'a pas fait des miracles. Sauf Trump, il a été médiocre. Mais Kamala Harris, elle n'arrivait même pas à défendre le bilan de son équipe. Elle disait qu'elle n'est pas, pratiquement qu'elle n'est pas Biden. C'est pour dire que ce que Biden fait c'est pas de moi. L'écologie. Il faut qu'elle s'en démarque. Oui, en même temps, c'est son bilan. L'écologie aussi. Mais il y a un point, justement, où on revient. Sur Trump, je pense que Trump n'est pas aussi bête que ça pour dire que les immigrés mangent les chiens et qu'il essaie de... Son langage. Il faut ça. Oui, Il a une cible. Non. Il a un public. Il a un public. Son langage. Les gens qui vont entendre ça ne vont pas vérifier. Il connaît bien les Américains parce que qui ça a votent. provoqué Oui, non. trois Chez les réactions. intellectuels. Non, le gouverneur de l'Ohio. Oui, le gouverneur. Le gouverneur, mais pas les gens. Les gens qui votent. Le gouverneur, Il y a un public. le maire de Springfield, 58 000 quand même, public. habitants, ont pris la parole, et Haïti, pour dire... C'est pas grave. Alfred, C'est- j'aimerais juste rappeler, C'est pas grave. Puisqu'on en est dans la revue de détail de monsieur Trump, c'est quand même un chef d'État, enfin, quand il était aux commandes de l'État américain, qui avait demandé aux Américains de boire de l'eau de Javel pour lutter contre le Covid. Exactement. Et certains Américains ont effectivement ingurgité de l'eau de Javel, quand même. Donc, Bon, en fait, il atteint quand même certaines cibles. il faut dire que les Américains, ils votent pas comme les autres, pas comme les Africains. Ils réfléchissent même pas comme les Africains. Ils ont l'Amérique profonde. Quand on voit à certains moments, par exemple, ce qu'il dit, rien n'est exclu, malgré ce débat, que Trump soit élu président des États-Unis encore. Rien n'est exclu. Alors, Son vrai. débat, il le ferait en France. Jamais il pourrait être président. Donc l'élection reste encore sous le signe de l'incertitude. Alors, Pour moi, oui. Très bien. Non. Guy Debal. Ouais, Oui. je partage une partie de l'analyse de Gratien. Moi, je suis encore surpris que les observateurs politiques semblent s'apercevoir que Donald Trump n'est pas membre de l'Académie des lettres des hautes études américaines. Enfin, je veux dire, le personnage Trump en 2024, c'est exactement le même qu'en 2017. Oui. Et je vous rejoins sur le fait qu'il a un public. Il a un public et c'est à son public qui s'adresse. Sur le débat, moi je dirais qu'il y a match nul. Pourquoi ? Parce que Donald Trump ne s'est pas écroulé, il a fait du Donald Trump. Alors, nous, ça nous paraît dingue, mais comme on le dit, Non, mais il a fait... pour les Américains, hein.
Il a fait C'est pas nous, même les Américains. Donald Trump a Même fait... ses partisans. Les intellectuels américains. Non, même Fox. S'il vous plaît. Même lui-même a reconnu qu'il n'était pas bon, Voilà. puisqu'au lendemain de ce débat, il a déclaré, sans hésiter évidemment, c'est du Trump dans le texte, que le débat a été truqué par la chaîne ABC qu'il a organisé. Bon, voilà, donc, Sauf qu'il ne c'est une manière de reconnaître Sauf qu'il effectivement que... ne s'écroule pas dans les sondages. Ses partisans sont encore plus remontés qu'avant parce qu'ils Mais ils sont au entendent... coude à coude, les deux candidats. Oui, mais ils sont toujours au coude à coude. Ça veut dire qu'il ne s'est pas effondré. Et Mais non, on n'a en pas- ce qui concerne Kamala Harris, on pourrait dire qu'elle a gagné parce que personne ne s'attendait à... Enfin, tout le monde s'attendait à ce qu'elle... Non, elle a été bonne quand même. Elle Elle a a été été- une bonne débatteuse. C'est pas Alors, nouveau. En plus, hein, elle a voilà. été bonne. Moi, je peux C'est une ancienne considérer- candidate aux primaires. Je dirais qu'elle n'a pas été mauvaise. Simplement, j'ai 3 bémols. Le premier bémol, c'est qu'elle était effectivement incapable d'assumer son bilan et de vendre son bilan. Le deuxième bémol, c'est que elle a 2 difficultés. Le Parti démocrate a 2 difficultés. Elle les avait avant que Biden ne démissionne, et les a toujours. C'est qu'une partie importante de l'électorat du Parti démocrate n'adhère pas à la gestion du gouvernement américain du conflit israélo-palestinien. Oui, bon. Et ça, ça a quand même conduit à une partie importante des électeurs démocrates à ne pas participer. Oui, dans le même temps, aux vous primaires. avez Donc, dit c'est également important. qu'il y a, Non, mais il y a ça, beaucoup de ralliements de républicains à la candidature de Kamala Et Harris même aujourd'hui. après le débat- Ce sont des ralliements massifs, hein, alors, importants en tout après, cas. encore, Guy, c'est- même après le débat, Écoutez, on l'a vu, même après le débat, on a je vu finis juste mon propos. Je vais des juste finir démocrates. mon propos, si vous voulez bien. Alfred, laissez Guy finir Ouais, je vais avec juste les finir mon proverbes propos. et les bémols. Alors, je vais aller très vite parce que Maître Jean-Paul Benoît veut s'exprimer aussi. Vous savez, alors c'est vrai que ça nous amuse beaucoup les Non. Ah non, concurrents. ça ne nous amuse pas du tout. En tout cas, ça permet. Ça Guy, nourrit le rassurez-vous, ça ne nous amuse pas du Non, tout. mais quand je dis nous, c'est les Oui, bon, observateurs on a politiques compris. en général. Néanmoins, sur les ralliements, je terminerai par là. Vous savez, quand vous avez comme ralliement Dick Cheney, c'est quand même l'architecte de la guerre en Irak qui, si on rentre dans les détails et qu'on décrypte le fil, a donné quand même lieu à la naissance de Daesh. Je pense qu'il y a de meilleurs ralliements que ça. Vous allez loin là. Voilà. Mais écoute, Bon, vous mais n'irez juste, pas. mais vraiment, je, La guerre en Irak, On arrive à la fin de l'émission. Oui, La guerre en Irak, Juste deux mots vraiment, Alfred. Pas un il y a développement, de mais un meilleurs mot. ralliements. Oui. Donc, d'un Deux mot, mots. dans les 7 swing states, Yes. les sondages après débat montrent que Kamala Harris gagne 5 États, Trump 2. Oui. Après le débat. Et c'est pas stable. Et les donations ont grimpé. ont grimpé Bon, après cela. Ce qui signifie même au plan national, alors au plan national, elle était déjà en tête, mais là, dans les swing states, Bah, donc, Guy, ça vous veut dire reviendrez. que la dynamique... Vous reviendrez. Comme j'ai beaucoup été interrompu, je voudrais dire- Non, vous n'avez ça pas été voudrait beaucoup dire que la interrompu. dynamique, elle J'ai essayé est de ne bonne. pas justement vous. Voilà, j'ai essayé de contenir ceux qui avaient tendance à vous interrompre. Vous devez m'en remercier. C'est à vous de conclure, Jean-Paul Benoît. Oui, moi j'ai été vice-président de la délégation du Parlement européen avec les États-Unis pendant 5 ans. Donc nos interlocuteurs, c'était les membres de la Chambre des représentants. Et j'ai été très frappé qu'à part les 3 ou 4 qui connaissaient le sujet européen, qui connaissaient la politique internationale, étaient complètement déconnectés et ignorants de ce qu'était l'Europe et ce qu'était la politique internationale, à part les 3 ou 4. Alors que la délégation du Parlement européen, grosso modo, était quand même relativement compétente, pour dire compétente tout court. Alors, le débat, le verdict des Américains est sans appel. 63% disent qu'elle a dominé, qu'elle a été meilleure que Trump. Et c'est sûr que penser que le président de la première puissance mondiale peut être M. Trump, je ne trouve pas ça drôle, je trouve ça inquiétant. Et dans n'importe quelle démocratie, il est poursuivi pour escroquerie, il a violé la Constitution en demandant qu'on truque le résultat de l'élection en sa faveur, il a cessé faire l'assaut 30 dossiers d'accusation, 30. sur le Capitole. Bon, donc j'espère qu'il sera battu. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir une certitude à cause des swing states et parce qu'effectivement, il y a des problèmes de ralliement d'un certain nombre de gens qui hésitent encore entre voter démocrate, s'abstenir ou voter encore républicain. Donc c'est ouvert. Merci, ça reste ouvert, bien sûr.
Merci, l'élection n'est pas encore faite. Merci d'être venu, Gratien, merci beaucoup. Merci. Gratien Rukindi-Kiza, analyste politique. Guy Debal, merci d'être venu. Merci. Consultant d'entreprise, analyste politique également. Maître Jean-Paul Benoît, merci beaucoup. Merci. Avocat, député européen honoraire. Et Alfred Chango Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne, analyste politique. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique de Télésud, Global Africa. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous et surtout n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.